bienvenue dans cette remise des prix du Goût des sciences, le concours de littérature scientifique organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je suis Émilie Martin, je suis journaliste scientifique et j'ai l'immense privilège d'assurer la présentation de cette remise des prix. Alors tout au long de cette émission, vous serez en ma compagnie, mais pas seulement, rassurez-vous. J'aurai autour de moi de nombreux invités prestigieux, non seulement les nominés et les lauréats bien sûr, mais aussi les éditeurs, les membres du jury, les personnes qui ont accompagné la classe jury pour le prix jeunesse et nos partenaires. Alors là, vous allez me dire, super, mais c'est quoi exactement le Goût des sciences? Est-ce qu'on va goûter quelque chose? Est-ce qu'il y aura une dégustation? C'est vrai que ce n'est pas forcément très clair. Alors pour vous qui ne savez pas exactement ce que recouvre ce joli prix, qui ambitionne de faire aimer la science à tous, une explication en images. J'ajoute qu'au fil de ces 12 éditions, le prix Le Goût des sciences, c'est 24 lauréats dans la catégorie du livre scientifique et dans la catégorie du livre scientifique jeunesse. 270 ouvrages sélectionnés dans la catégorie du livre scientifique, 172 ouvrages sélectionnés dans la catégorie du livre scientifique jeunesse. Là, je pense que c'est bon, vous avez tous les éléments. Un mot sur le lieu dans lequel on se trouve, la Cité des sciences et de l'industrie que vous avez peut-être reconnu. Quand on pense science et quand on pense Paris, c'est vrai qu'on pense à la Cité des sciences, on pense également au Palais de la Découverte, deux lieux qui personnellement ont carrément contribué à faire émerger ma vocation de journaliste scientifique et qui, c'est vrai, ont inspiré des milliers de jeunes. La Cité des sciences et de l'industrie où nous nous trouvons et le Palais de la Découverte sont chapeautés par l'organisme public Univers Sciences et nous les remercions chaleureusement de nous accueillir pour la remise de ce prix. Et il est temps maintenant de se pencher sur les stars de ce prix, j'ai nommé les livres. Tout au long de cette émission, la pétillante Marie-Charlotte Morin, membre de notre super jury, va nous présenter les 6 nominés via des booktubes. Et voici le premier. Saviez-vous qu'une bouse pouvait accueillir près de 2500 larves de mouches et plus de 170 espèces différentes? Allez, on plonge à la découverte d'un univers étonnant, celui des cacas, avec un livre qui s'appelle Crotte d'Emmanuel Grundmann et Julia Lombardo. Quand on regarde cette couverture colorée avec plein de compilations de crottes différentes étiquetées, pas de surprise, on sait tout de suite de quoi on va parler. Et celle-ci en dit long sur la diversité des déjections dans le règne animal. Mais ne vous fiez pas à la couverture, ce n'est pas uniquement un catalogue des différents cacas, ce livre fourmille d'informations croustillantes, si je puis dire, sur les manies des animaux pendant la selle, l'utilisation des crottes, comme celle des paresseux. Il est tellement paresseux qu'il ne descend de son arbre pour faire sa grosse commission qu'une seule fois par semaine. Du coup, ça fait un très gros caca, quoi. Il expulse un tiers de son poids. Je vous laisse imaginer l'équivalent pour un être humain. Si vous avez des enfants, je vous conseille ce livre, parce que c'est un sujet qui les intéresse tout de suite, les jeunes, tout en gardant une approche scientifique. C'est une sorte de cheval de Troie pour voir un aspect scientifique derrière un sujet banal. En plus de ça, les illustrations sont superbes, un livre testé et approuvé par mon fils qui a adoré. Et moi, de mon côté, je suis au top pour les anecdotes sur le caca en soirée. Et je vous assure, ça fait son petit effet. Et d'ailleurs, je vais te le dire en face, Marie-Charlotte, puisque tu m'as rejoint sur ce plateau en tant que membre du jury, en compagnie de ton co-juré Jean-Baptiste de Panafieux. Merci à tous les deux de m'avoir rejoint sur ce plateau. Alors Marie-Charlotte et Jean-Baptiste, vous faites partie des 13 jurés qui ont dû faire un choix cornélien parmi 25 livres sélectionnés pour désigner les 6 nominés. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'est le moment de le dire. Ce prix n'existerait pas sans vous, sans votre générosité, sans votre dévouement à la cause de la vulgarisation scientifique. Merci beaucoup. Alors expliquez-nous, ça consiste en quoi être jury du Goût des sciences? Jean-Baptiste. D'abord, il faut lire les livres. Il faut avoir un peu de goût pour les sciences, évidemment, voire beaucoup de goût, et puis les lire. C'est l'essentiel. Ok, alors est-ce que c'est compliqué de lire 25 ouvrages scientifiques, Marie-Charlotte? Est-ce qu'il faut les lire en entier? Je crois, oui, parce que s'il fallait pas, moi j'aurais bien aimé être au courant, parce que j'ai tout lu. Et mais c'était passionnant, pour la plupart ils sont vraiment super intéressants, il y a une belle présélection, n'est-ce pas? Voilà.
Non, mais c'est vrai que c'est long, hein. On a 3 mois je crois pour les lire, donc c'est un peu speed. Enfin, moi je suis dyslexique, alors je lis super lentement, donc ça m'a pris toutes mes soirées d'hiver. Heureusement que j'ai une petite cheminée et un petit rocking chair comme ça. C'est un vrai plaisir. Et alors, est-ce que c'est difficile de se mettre d'accord? Parce que vous êtes 13, il y a 25 livres. Est-ce qu'on se dispute? Est-ce qu'on se prend la tête? Cette année, hein, c'était un peu tendu, hein, je dirais. Bah, par moment, oui, on n'est pas d'accord. Il y a certains livres qui sont éliminés assez rapidement. Il en reste toujours plusieurs et ceux-là, on n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres. Et comment on tranche alors? On discute beaucoup, c'est quand même l'essentiel, donner les arguments. On est quand même en milieu un peu scientifique, enfin, pour du prix scientifique, et donc il faut argumenter. Est-ce que vous avez des vétos parfois? Quelque chose... Oh, c'est arrivé. Quand il y a des spécialistes qui voient des erreurs, par exemple, hein, ça on ne peut pas faire. Un livre avec une grosse erreur scientifique passe pas, généralement. D'accord. Et un livre que vous arrivez, peut-être éventuellement un coup de cœur pour vous, mais qu'un spécialiste a éliminé? Oui, ça arrive. Ouais. Okay. Mais bon, on est d'accord entre nous sur le fond. Un livre de vulgarisation scientifique ne doit pas présenter de grosses erreurs. Il peut y avoir des toutes petites choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais ça, c'est pas dramatique. Est-ce que vous êtes content de la sélection des nominés? Ah ouais. Moi, oui. Moi, ça faisait partie de mes préférés. Pas tout à fait. Si, moi je suis très content parce qu'il y a des livres que j'avais envie de lire et donc ça me donne l'occasion de les lire réellement. Et puis il y en a plein que j'aurais pas eu l'idée de lire et que je suis obligé de lire à ce moment-là et j'apprends des tas de choses et j'adore apprendre des choses. Vous rempilez pour l'année prochaine? Ah oui. Ah ouais. Bah, j'espère. Ah ouais. Hop, il faut me rappeler. En public, il rempile pour l'année prochaine. Merci beaucoup Marie-Charlotte et Jean-Baptiste d'être venus sur le plateau. Et on continue de découvrir le palmarès avec toi, Marie-Charlotte, et le Booktube numéro 2. Les mathématiques, un truc de mec? Faux! Mais c'est faux! Mais c'est faux, quoi. C'est faux. Je vous le prouve avec ce livre, Sophie Germain, de Sylvie Dodler, qui raconte l'incroyable destin de Sophie Germain, une brillante mathématicienne autodidacte, oubliée du 19e siècle. Sans surprise, la couverture présente un portrait de Sophie Germain, mais entouré de formules et de figures géométriques, ce qui permet de comprendre rapidement ce qu'elle était avant tout, une mathématicienne. Même si malheureusement, elle n'a jamais pu être reconnue officiellement chercheuse en mathématiques. Bon bah voilà, je viens de spoiler la fin, mais restez, hein, le plus important, c'est son parcours, raconté dans le livre par ordre chronologique des grands événements de sa vie, avec au passage quelques digressions sur les conditions des femmes à l'époque. Alors aujourd'hui, je peux évidemment que conseiller ce livre, hein, surtout aux filles. C'est un exemple de volonté face à l'adversité, surtout qu'aujourd'hui, rien n'empêche les femmes de se lancer dans des carrières scientifiques, sauf la représentation qu'elles ont d'elles-mêmes. Les petites filles pensent que les maths et la physique ne sont pas pour elles, mais quel dommage! Ce livre peut faire contribuer à faire changer les mentalités. Malgré le grand prix de l'Académie et un théorème qui porte son nom, Sophie tombe dans l'oubli. D'où l'intérêt de cet ouvrage qui sera peut-être lauréat du prix du goût des sciences jeunesse. La biographie d'une mathématicienne, vous pensiez que ça allait rebuter tous les collégiens bien constitués. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait le cas avec ce reportage réalisé dans la classe jury, la classe de 5e D du collège La Cerisée à Charenton-le-Pont. Regardez. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis Cécile. Et moi Cyril. Et on est tous les deux jury pour le prix scientifique, enfin du livre scientifique jeunesse. Voilà. Qui donne le goût des sciences. Exactement. Et donc on est au collège de La Cerisée à Charenton-le-Pont. Et on va retrouver tout de suite les élèves. Eh ben oui, on est parti, vous nous suivez alors? Aujourd'hui, nous avons voté pour le prix littéraire, le goût des sciences, en essayant d'élire 3 livres qui sont Sophie Germain, La naissance du monde et Crotte. Et on a discuté un peu de ce qu'on en a pensé, de nos préférences. Évidemment, ça donne tout de suite le goût de la lecture, surtout que Sophie Germain, c'est un livre où on accroche tout de suite. On peut lire un petit paragraphe et on est totalement bouleversé dans l'histoire et on se met à la place de l'héroïne. Crotte est mon préféré parce que Crotte, on apprend beaucoup de choses sur les crottes, la nécessité, les origines, l'écosystème. La naissance du monde raconte la construction du monde en 100 épisodes. C'est comme si c'était une histoire qui te faisait en même temps quelques cours de maths. On peut apprendre une formule en frottant un arche de violon sur une plaque en métal saupoudrée de sable.
On avait une grille où il fallait cocher en fonction de certains critères. Et après ça, il y a eu un vote à main levée et il y a eu des élèves qui ont reporté les résultats au tableau. J'ai bien aimé participer à ce prix parce que comme ça on peut lire un livre de science, ce qui est intéressant. J'ai été vraiment contente de participer à ce prix parce que d'habitude les livres qu'on a tendance à lire c'est des romans ou des choses comme ça. Et je trouve que le fait de combiner science et littérature c'est quelque chose qui change et qui est agréable à lire aussi. Je vous l'avais dit, des collégiens beaucoup plus curieux et beaucoup plus engagés que ce que les mauvaises langues auraient pu prédire. Et je me mets dans les mauvaises langues. Pour en parler, j'accueille en plateau Muriel Lédric, professeure de français de cette super classe jury, mais aussi deux autres membres de notre jury, Cécile Ribocailleul et Cyril Birnbaum. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, Cécile, vous animez depuis quelques années des rubriques juniors sur France Info. C'est ça. Pendant quelques... Donc les ados, ça vous connaît, oui. On va dire. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué avec cette expérience auprès de cette classe de 5e? Eh ben, leur enthousiasme, je crois, vraiment, sûrement grâce à Muriel, qui les a motivés pour lire ces livres. Et puis surtout surprise par le choix, parce que je pensais qu'ils iraient un peu plus vers la facilité. Et non, ils ont quand même plébiscité le livre de la naissance du monde, donc un livre quand même qui fait 350 pages, qui fait je crois 1 kilo, hein, on peut le dire. Oui, c'est un sacré pavé. C'est quand même un pavé, donc c'était pas évident. Et en fait ils ont été pris comme peut-être comme pour une série. Enfin en tout cas ça vraiment ils étaient tous hyper enthousiastes. Ils ont adoré aussi les dessins. Sûrement parce que c'était un peu des tableaux et qu'ils les ont trouvés très beaux. Enfin bon voilà, donc ça m'a beaucoup surprise. Et puis deuxième chose, c'est aussi ce que j'ai bien aimé, c'est que beaucoup de filles se sont défendues, battues pour le livre de Sylvie Daudler sur Sophie Germain, cette mathématicienne du XVIIIe siècle. Voilà, donc ça c'était aussi assez enthousiasmant de voir tout ça. Et Muriel, est-ce que vous avez, avec cette expérience, vu vos élèves sous un jour nouveau peut-être, de par leur centre d'intérêt? Oui, c'est vrai, parce que moi je suis prof plutôt de romans et de grammaire et pas tellement de littérature scientifique. Donc je les ai vus s'intéresser à des sujets tout à fait nouveaux. Moi j'étais impressionnée, c'est vrai, par leur intérêt pour un livre complexe comme La naissance du monde. Je les ai un peu aidés à entrer dans le livre, mais ils se sont vraiment mobilisés tout seuls sur la bio de Sophie Germain. Certains étaient très contents de parler de crottes officiellement en classe et de pouvoir de parler de façon un peu libre de tout ça. C'était très sympa et je dois dire que la venue du jury en classe, c'est un grand moment pour eux. Ils sentent qu'ils ont une grande responsabilité, donc ça c'est vraiment... ils sont fiers de participer à ce choix et je crois qu'ils sont vraiment mobilisés parce qu'on a très peu de temps pour lire les livres et en une dizaine de jours ils ont avalé beaucoup plus que ce que moi j'arrive à leur faire avaler pendant l'année. Une nouvelle piste pédagogique finalement. Oui, absolument. Et alors en plus on a été très bien reçus parce qu'on était quand même dans la classe, dans le labo, donc c'était... Oui, c'est ça, c'était un petit moment un peu particulier. Un peu festif, un peu à part quoi. Sur les paillasses de sciences, c'était bien. C'est chouette. Et alors je me tourne vers toi Cyril, toi tu es directeur du planétarium ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Donc c'est pareil, tu as l'habitude des jeunes. Est-ce que de la même manière, toi tu as suivi de près aussi les délibérations entre les jeunes? Est-ce que tu as été surpris par leur choix? Par leur choix, non, pas tant que ça. C'est-à-dire que 12-13 ans, c'est le moment où on commence à avoir des arguments. C'est-à-dire qu'on arrive à lire et on commence à être capable d'un raisonnement. On commence à vouloir essayer d'expliquer à son voisin, sa voisine, que ce livre-là, ce choix est quand même meilleur. Et c'est vrai qu'on a eu des débats assez intenses. Hein. C'est-à-dire qu'il y a, vous le disiez tout à l'heure, sur le livre de Sophie Germain, il y a des filles qui y sont allées. Et il y en a une qui nous a expliqué qu'elle n'était pas forte en maths, mais que d'un coup, elle avait envie d'être forte, tout d'un coup, en lisant le livre. Donc c'est quand même assez impressionnant. On avait aussi ce jeune qui nous a parlé d'astronomie, mais qui découvrait complètement. C'est-à-dire que là, il nous scotchait par ses connaissances. On voit qu'ils ont tous une appétit de savoir, une appétit d'en connaître plus.
Donc j'ai pas été vraiment surpris des choix des livres. C'est-à-dire que tous ont un intérêt et même à la limite, ils les aimaient tous en réalité, si on réfléchit un petit peu. C'est-à-dire que chacun avait un livre qu'il préférait un petit peu plus. Donc il y a ceux qui aiment beaucoup lire, ceux qui n'aiment pas trop lire, il y a ceux qui aiment bien papillonner. Et dans les 3 livres, il y avait de tout ça. C'est-à-dire qu'on avait le livre qu'on pouvait commencer par la fin, quasiment, où on avait même le résumé avant le chapitre, donc qui se lisait un peu comme une série, mais qu'on pouvait prendre dans n'importe quel sens. On avait un livre qui était avec presque des gros mots en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on on avait le droit de dire des gros mots en classe. Enfin, on avait le droit de les dire en classe, l'a dit Muriel. Et puis on avait un 3e livre qui est plus militant, où là, on était scotché parce qu'on n'avait aucune idée que... Enfin, je pense que les enfants ne pouvaient pas imaginer qu'une période comme ça pouvait exister. C'est-à-dire qu'une femme n'avait pas le droit de faire des études, en gros. Bon, mais dans l'ensemble, ils se sont quand même passionnés par les sciences et c'est encourageant pour la jeunesse, c'est vrai, il faut le dire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau pour témoigner de cette expérience. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, les élèves du collège de la Cerisay n'ont pas été les seuls à voter pour le prix jeunesse. On a aussi fait intervenir les jeunes qui fréquentent les médiathèques. Ça nous a d'ailleurs donné l'occasion de sortir un petit peu de Paris, direction le Lot. Et pour en parler, j'accueille en visio Annabelle Foucault du Carrefour des Sciences du Lot. Bonjour Annabelle, alors comment les jeunes ont appréhendé l'exercice de noter des livres scientifiques? Eh bien pour eux d'abord c'était la première fois, ils ne s'étaient jamais frottés à cet exercice de pouvoir en fait donner leur avis de façon publique on va dire sur un livre. C'est ça qui était intéressant aussi, de pouvoir échanger avec les autres sur une grille en plus très concrète d'items. Et donc pour eux, c'était vraiment la première fois. Ça, c'était vraiment intéressant de les voir se dire, mais est-ce que je suis légitime à donner mon avis sur un livre de science alors que je ne connais pas le thème du livre? Et il a fallu les décomplexer. Et c'est là que les médiathèques du Lot qui ont participé, la Bastide Murat et Pradine, on remercie beaucoup les médiathécaires qui ont fait un vrai travail de pédagogie et de mise à l'aise par rapport aux livres scientifiques. Oui, on peut avoir un avis sur un livre scientifique, même si on n'est pas soi-même scientifique. C'était vraiment intéressant de les faire exprimer en fait leur point de vue les uns les autres et puis bien sûr débattre. C'était riche. Ça veut dire qu'il y aura désormais peut-être plus de livres de sciences dans les médiathèques? En tout cas, c'est le but du festival qu'on organise qui s'appelle Cultive ta science dans les médiathèques du Lot. Donc, moi, je travaille pour le Centre de culture scientifique du Lot qui s'appelle Carrefour des sciences et des arts. Et notre objectif, c'est effectivement, par le goût des sciences, d'arriver à donner envie aux médiathèques et aux jeunes qui les fréquentent de prendre davantage de livres de sciences dans les mains et de s'y pencher un peu plus, en tout cas avec intérêt, parce que peut-être que quelquefois, c'est un rayon qui est un peu délaissé. Voilà. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup Annabelle pour votre témoignage. Merci à tous d'être venus témoigner de l'engouement des jeunes pour la science. C'est très encourageant. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le 3e nominé avec le 3e booktube présenté par Marie-Charlotte Morin. C'est parti. Sur la première de couverture, on peut y voir un homme primitif observer des plantes, des animaux ou encore un volcan. Observer et comprendre la nature pour retracer l'histoire de l'univers, de la Terre ainsi que des êtres vivants, c'est bien ce que nous faisons de mieux. Par exemple, j'ai appris que les requins sont bien plus anciens que les arbres. C'est pas dingo ça? Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est dingo moi je trouve. Ce livre suit une logique temporelle. Chaque épisode décrit le monde et ses habitants par tranche. D'abord le Big Bang, la formation du système solaire, de la Terre puis de la Lune. À première vue, ce livre à destination des jeunes peut faire peur, parce que c'est un très gros livre. Oh la vache. Mais les auteurs ont un talent incroyable pour accrocher le lecteur, aussi jeune soit-il. Ils mêlent faits scientifiques et scènes romancées avec des personnages, animaux ou humains, échappant à des prédateurs, cherchant à survivre aux catastrophes, et plein d'autres aventures que je vous laisse découvrir. Vous voilà informé des 3 livres nominés dans la catégorie jeunesse. Vous pouvez donc commencer à faire les paris pour qui sera le lauréat. En attendant le verdict, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau les 3 auteurs des livres nominés dans la catégorie jeunesse. Sylvie Dedeler pour la biographie de Sophie Germain, Bertrand Fichou pour La naissance du monde en 100 épisodes et Julia Lombardo pour Crotte. Sylvie Dedeler, bonjour. Vous êtes l'auteur de la biographie de Sophie Germain. Alors on a vu lors du reportage que c'est un livre qui avait beaucoup plu aux collégiens, surtout aux collégiennes. Mais franchement, c'était pas gagné d'avance. Qu'est-ce qui vous a intéressé sur ce personnage? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Sophie Germain? Et surtout, pourquoi à destination des jeunes et pas des adultes?
je me suis vraiment adressée aux collégiens et aux collégiennes. Hein. J'ai eu l'idée de ce sujet parce qu'on s'intéressait à eux lors d'une conférence qui était consacrée aux adolescents, à la lecture et à la science. Voilà. Et très vite, on a parlé des filles, du problème des filles qui sont bonnes en maths, bonnes en physique, qui ont des très bons résultats au bac, mais qui, après le bac, n'investissent pas les filières scientifiques fondamentales comme les mathématiques, la physique et aussi l'informatique. À cela, il y a beaucoup de raisons qui ont été invoquées, mais il y a l'une d'entre elles qui m'a vraiment interpellée, c'était que les filles manquent de modèles de femmes scientifiques. Alors, il y a Marie Curie, il y a des tas de livres jeunesse sur Marie Curie qui sont très bien d'ailleurs, mais c'est un modèle un petit peu écrasant parce qu'elle a eu 2 prix Nobel, c'est presque un contre-exemple. Oui. Contre-productif. Voilà. Presque contre-productif. Pendant la conférence, je repensais à cette femme que j'avais croisée lors d'une de mes lectures et qui était mathématicienne et qui avait utilisé un pseudo masculin pour avoir les cours à Polytechnique. Et j'ai pensé à elle, j'ai fait des recherches, j'ai découvert Sophie Germain, donc une mathématicienne du 19e siècle, autodidacte, et son parcours m'a tout de suite emballée. Et je me suis dit que ça ferait un livre formidable parce qu'elle est obstinée, elle est tenace, elle est culottée, elle va à l'encontre des préjugés de son temps, c'est un très très beau personnage, c'est presque une héroïne des sciences. Et cette héroïne des sciences, vous avez voulu en parler pour les jeunes? Pour les jeunes, parce que c'est né d'une conférence sur les jeunes, et puis je me suis dit que c'était le moment ou jamais de s'adresser aux filles pour montrer que les filles, les femmes, de tout temps pouvaient faire des mathématiques comme les hommes, Sophie Germain l'a prouvé, et pour montrer aussi qu'il n'y en a pas beaucoup, parce qu'elles en ont été empêchées. Voilà, donc ça s'adresse aux garçons comme aux filles, bien sûr. Merci beaucoup Sylvie Dodler d'être venue témoigner, merci pour ce beau livre. Je me tourne vers vous maintenant Bertrand Fichou, vous êtes l'auteur de La naissance du monde en 100 épisodes. Alors un peu pareil, même genre de question, vous avez écrit un pavé pour les enfants, même pas peur? Non, même pas peur. Ce livre raconte une histoire qui s'étale sur plus de 14 milliards d'années. Il fallait quand même prendre un petit peu le temps et une centaine de chapitres, c'était pas trop. Et en fait, comme cette histoire, c'est l'histoire du monde, c'est aussi l'histoire de chacun de mes lecteurs. Et donc, a priori, je me suis dit que ça allait les intéresser quand même. Mais vous n'avez pas eu peur qu'ils soient rebutés par la quantité? Tout le travail, c'est de l'écrire de façon très simple, vocabulaire très simple, une syntaxe très simple, et surtout de l'écrire à voix haute, parce qu'en fait, ce n'est pas un livre que pour les enfants, c'est aussi un livre pour la famille, c'est un livre pour les écoles. Et l'idée, c'est que les parents, les grands-parents puissent le lire de façon agréable à des enfants ou des petits-enfants, et que des enseignants puissent les lire aussi en prenant du plaisir à leurs élèves. Je dois confesser que moi j'utilise ce livre et je le lis à mes filles le soir. Je les encourage même à dessiner ce qu'elles entendent, de ce que je peux dire. Donc vraiment c'est une réussite. Vous avez l'habitude de vous adresser aux jeunes? Je travaille, ça fait une vingtaine d'années que je travaille à Youpi et ImageDoc, qui sont les magazines documentaires de Bayard. Et donc, depuis tout ce temps, je raconte des histoires d'étoiles, de dinosaures, d'hommes préhistoriques, les naissances de la vie. Et j'avais en fait très envie de raconter une fois toute l'histoire. Et de prendre toutes ces séquences et de les mettre bout à bout, afin de raconter aussi l'enchaînement des causes et des effets, et de raconter l'évolution en fait. C'est très réussi. Je vous remercie beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis je me tourne maintenant vers Giulia Lombardo, qui nous avait rejoint en visio depuis l'Italie. Merci beaucoup d'être là. Alors Giulia, dans la catégorie jeunesse, les dessins occupent une place prépondérante, voire parfois plus importante que dans le texte. Comment est-ce que vous travaillez avec les auteurs pour produire des dessins qui soient le plus pertinents possible, qui ajoutent vraiment une vraie valeur ajoutée? Grazie. Per realizzare le illustrazioni di un libro scientifico di questo tipo la parte più importante è sicuramente quella della ricerca, che viene fatta come primissima cosa insieme all'autore e agli art director, e è la parte più lunga e complessa. C'è una grande fase di ricerca di immagini, fonti e qualsiasi cosa possa aiutarmi a capire esattamente quello che l'autore vuole realizzare e aiutare me a capire come sintetizzare questa cosa in un'immagine fruibile per ragazzi giovani e tradurla in illustrazione. Questa è sicuramente la cosa fondamentale, quindi
la ricerca iniziale e il lavoro di squadra con tutto il team per realizzare le illustrazioni di questo libro scientifico. Grazie Giulia. Merci Giulia, merci Bertrand et merci Sylvie. Alors on a beaucoup parlé des jeunes, il est temps maintenant de découvrir la sélection du prix du livre scientifique, le prix adulte, avec ce 4e booktube. Sur la couverture de ce livre, on voit juste une simple sardine. Bon, on a vu plus sexy, c'est sûr, mais c'est ce poisson qui va devenir le fil rouge du livre. Un peu comme une certaine musique de Patrick Sébastien. Enfin, l'auteur Bill François découvre donc une sardine perdue au bord de l'océan Atlantique. Il a très peur de l'eau, hein. Il est fasciné par ce petit animal argenté, mais il n'est pas trop mis d'y aller, quoi. Et c'est cette sardine qui va être à l'origine de sa passion pour les êtres marins, qui ne va plus le quitter, et donc être en quelque sorte à l'origine de ce livre, L'éloquence de la sardine. En dehors des anecdotes, j'ai bien aimé ce livre parce qu'il est incroyablement bien écrit. Pour moi, c'est le plus littéraire des livres nominés pour le prix Le Goût des Sciences. Les histoires de poissons se mêlent à la vie de l'auteur avec brio, c'est très réussi. Ce livre nous permet de nous rendre compte à quel point la vie sous-marine est riche et fragile. Ses habitants nous semblent d'un coup plus proches et on se sent concerné par leur destin et leur préservation. Je vous conseille vraiment de le lire, il est très accessible, il est écrit comme un roman et on se laisse embarquer sans se rendre compte qu'on lit un bouquin scientifique. Merci Marie-Charlotte pour ce résumé qui donne envie d'aller nager parmi les créatures des mers aux histoires incroyables. Pour que vous puissiez lire, pour que vous puissiez avoir entre vos mains un livre qui vous emporte, qui vous fait rêver, il faut des auteurs de la trempe de Bill François, mais il faut aussi des éditeurs. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau 3 de ces fabricants du livre. Olivia Récassens, vous êtes éditrice à Humaine Science. Véronique Heitz, vous êtes éditrice à l'École des loisirs. Et Christian Conillou, vous êtes éditeur chez Flammarion. Merci beaucoup de votre présence. Je m'adresse à vous, Olivia. Comment est-ce qu'on choisit un bon auteur de science? C'est une question fondamentale. Pour moi, un livre, c'est la rencontre entre un éditeur et un auteur. Donc j'ai beaucoup de chance avec mes auteurs, qui sont tous des chercheurs ou des chercheuses, évidemment d'un très bon niveau scientifique, ça c'est le critère de base. Ensuite, c'est une rencontre donc singulière. Et ce que je demande à mes auteurs, c'est de prendre la science au sérieux, leur science au sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc de non pas venir pour faire étalage de leur science, de leur savoir encyclopédique, qui est évidemment énorme, mais de choisir un sujet, une histoire singulière que lui ou elle va raconter et de la rendre accessible. Et c'est là où on voit le talent de l'auteur, c'est-à-dire qu'il maîtrise suffisamment son sujet pour aller, non pas parler à ses pairs, ça il le fait de façon habituelle, mais pour aller vers le grand public, qui n'est pas forcément, on peut s'intéresser au cosmos sans avoir fait 15 ans d'astrophysique ou à la biologie sans être biologiste. Donc c'est ça, il va parler à des personnes qui sont des amateurs, amatrices de sciences, qui aiment, qui sont des lecteurs et des lectrices, mais qui ne sont pas des scientifiques. Et donc cette capacité-là à aller vers l'autre et à diffuser ses connaissances en les incarnant. C'est rare comme profil. C'est compliqué, c'est compliqué. Merci beaucoup Olivia. Véronique, je me tourne vers vous. Alors est-ce qu'on se met une limite dans les sujets qu'on choisit pour éditer, dans les sujets scientifiques? Quand on s'adresse à la jeunesse, non, pas forcément. Je dirais comme ce que vient de dire Olivia, après il faut trouver le bon auteur ou la bonne autrice, c'est-à-dire la personne qui va savoir raconter cette histoire et la mettre à la bonne hauteur pour un lectorat plus jeune. Voilà. Mais je pense que si, voilà, il n'y a pas de limite sur les sujets, après il faut trouver la bonne personne. La personne qui va nous savoir raconter l'histoire pour que ce sujet, peu importe s'il est compliqué ou pas, soit compréhensible. C'est ce que vous avez fait avec Sylvie Dodler et Sophie Germain. Et Sophie Germain, oui. C'est un sujet, a priori, effectivement, pas évident. Les mathématiques, mais c'était surtout là un personnage, c'était surtout le personnage de Sophie Germain. Et aussi, Sylvie a fait beaucoup d'allers-retours entre l'époque de Sophie Germain et notre époque actuelle aussi, sur les clichés qui peuvent rester autour des femmes et des mathématiques. Donc voilà, elle a trouvé une porte d'entrée. Et puis il y a toute une partie de l'histoire aussi de l'époque à laquelle ça se passe qui est intéressante. Voilà. Belle aventure, merci beaucoup Véronique. Christian Conillon, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez édité L'Odyssée des gènes d'Evelyn Heyer, 20 000 exemplaires vendus si je ne me trompe pas, et déjà traduit dans plusieurs langues. Comment est-ce qu'on fabrique un best-seller de science ? Écoutez, je crois que la première chose c'est l'ambition du livre. Pour moi il y a plusieurs catégories et celui-ci appartient très clairement aux ouvrages qui changent notre vision du monde, en l'espèce la longue histoire de l'humanité, notre propre ascendance aussi, voilà, s'éclaire d'un jour nouveau et tout comme notre rapport à l'autre, aux migrants,
voilà. Et ça, c'est assez rare, somme toute, dans les ouvrages. Et voilà, chez nous, ça peut être les livres de Carlo Rovelli ou sur le temps, ou de Christophe Galfard sur l'univers. Et voilà, je crois que c'est une des clés du succès de ce titre. Vous avez travaillé longtemps avec Evelyne Ayer pour, Oui, ça a été... voilà, l'autre point, c'est la formule qui est limpide, et ça, il a fallu se caler. Evelyne a accepté voilà, donc des dates sur un fil chronologique de 7 millions d'années jusqu'à 2050, pour dire vite, et puis aussi un traitement narratif très travaillé. Donc tout ça, vous voyez, le plan qui permet de distiller les contenus tout en laissant la possibilité d'ouvrir le livre à la page que l'on souhaite, plus ou moins, et puis les récits de vie, de terrain d'Evelyne au Kazakhstan ou chez les Pygmées, etc. Voilà, ça a été une élaboration assez longue, et puis la maquette, la présentation, le format, voilà, c'est peut-être le dernier point où l'éditeur apporte une plus-value et qui est une des clés du succès. Merci à tous les trois d'être venus partager votre passion du livre scientifique. On se rapproche doucement de la remise des prix. Sans plus attendre, voici le BookTube numéro 5. Sur la couverture du livre, on peut voir une main qui met des petites fleurs dans le cerveau. Un peu de poésie dans ce monde scientifique pour partager l'idée du livre. Ménager les patients, les écouter, prendre en compte leur sensibilité et les mettre en confiance pour les aider à guérir. Dès le début, l'auteur et biologiste Michel Raymond décrit la médecine à travers l'histoire. Par exemple, on y découvre que des chercheurs reproduisent d'anciens remèdes médiévaux pour tester leur efficacité. Formidable la recherche. Et les résultats sont surprenants. Contrairement aux idées reçues sur le Moyen-Âge, certains remèdes ont des actions antibactériennes très efficaces. Ce livre, nominé au prix du livre scientifique, je le conseille à tout le monde, parce qu'il est abordable, sans aucun jargon compliqué, n'ayez pas peur, et les principes sont simples. Mais je le recommande surtout aux adeptes des médecines alternatives, car le livre détaille l'effet placebo et remet aussi les médecines douces un peu à leur place, mais sans pour autant les mépriser, en mettant en évidence ce que nos médecins ont souvent oublié, un peu d'humanité et d'écoute fait partie du processus de guérison. Alors vous le savez, le Goût des sciences est un prix organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais c'est aussi un prix soutenu par des partenaires qui, comme nous, pensent que la science est un savoir qui doit être partagé par tous. Pour en parler, j'accueille en plateau Christophe Sommet, directeur des chaînes Ushuaïa TV et Histoire TV du groupe TF1, et en visio, Éric Lafraise, directeur des relations extérieures chez Cultura. Bonjour Christophe. Bonjour Émilie. Merci beaucoup d'être là avec moi. Je vous en prie. Alors, Ushuaïa TV, c'est une chaîne documentaire, principalement sur la nature, sur la protection de l'environnement, mais je sais que la science est loin d'être oubliée. Alors c'est vrai, vous avez raison, la mission première de la chaîne, c'est d'éveiller les téléspectateurs à la fragilité de la planète et donc aux besoins impérieux de la protéger. Ça fait 15 ans qu'on fait ça, parce que la chaîne a fêté ses 15 ans l'année dernière. L'idée c'est vraiment d'avoir de la science un peu partout, finalement. La science qui fait partie prenante de toutes nos thématiques. Ça peut passer par des séries labellisées sciences, comme la série sur les routes de la science, d'ailleurs à laquelle vous avez fait le plaisir de participer avec votre partenaire Marie Pirelli, canadienne. Ça peut passer aussi par des unitaires comme le documentaire Jean Jouzel dans la bataille du siècle que nous diffuserons à l'occasion de la COP26, qui est un portrait de Jean Jouzel, ce climatologue voilà, de talent qui a été un des premiers à révéler les passerelles dangereuses entre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Voilà, c'est l'occasion aussi sur l'antenne, lors de la fête de la science, de Paris Science, de programmer des cycles à travers la chaîne, sur son antenne ou hors antenne. Et c'est un peu tout naturellement voilà, qu'on est très content, très fiers d'être partenaire, encore une fois, du Goût de lire. On est très content d'ailleurs que vous soyez partenaire aussi. Est-ce que, donc c'est vrai que la télévision c'est un moyen, un autre moyen, hormis les livres ou les expositions, de diffuser de la science. Est-ce que vous sentez parmi vos téléspectateurs une demande? Est-ce que quand vous diffusez de la science, vous avez des bons scores d'audience? Alors oui, c'est vrai qu'avec l'évolution des modes de narration, je dirais aussi les incarnations qui ont évolué, je pense aux youtubeurs qui font un carton sur YouTube et qui participent de cette évangélisation, cette vulgarisation scientifique. Bah, nous aussi sur, je dirais, les médias un peu classiques, on essaye d'approcher aussi cette typologie d'acteurs. Les technologies aussi qui sont des
des moyens incroyables maintenant pour aller expertiser tout un tas de sujets scientifiques. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de producteurs qui nous proposent énormément de beaux projets. Les téléspectateurs sont aussi au rendez-vous. Les audiences sont là. Donc je dirais, voilà, la science a encore de beaux jours, heureusement, sur l'antenne. Surtout qu'effectivement, avec les aventures de Thomas Pesquet, la science va monter en puissance. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? Et je poserai la même question à Éric Lafraise. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? Alors Thomas Pesquet, puisque vous le citez, effectivement, on l'a accompagné lors de sa première expédition avec un documentaire qu'on a rediffusé là, il y a quelques semaines de ça, à l'occasion de son nouveau départ dans l'espace. Après, il y a une thématique à la santé, finalement, qu'on n'avait pas trop dans le radar sur l'antenne. Et finalement, on voit... avec le Covid? Avec le Covid, voilà. Que les liens, les passerelles, là aussi dangereuses, existent. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'accompagner l'auteur, l'autrice, réalisatrice, journaliste Marie-Monique Robin, puisqu'on met en image en ce moment avec elle son dernier ouvrage qui s'appelle La fabrique des pandémies. Comment finalement la protection de la biodiversité permet de protéger la santé. C'est un très très beau documentaire de 90 minutes qu'on est en train de produire, qui sera incarné par Juliette Binoche et qu'on va diffuser en mai 2022. Voilà. Et en fait, l'idée c'est tout simple, hein, c'est comment la protection de la biodiversité permet d'éviter les zoonoses, donc la transmission, voilà, et puis on en arrive à la Covid, de maladies des animaux aux êtres humains. Super, merci beaucoup, effectivement, c'est cohérent et c'est enthousiasmant. Merci de soutenir la science. Je me tourne vers vous, Éric Lafraise. Alors effectivement, même question, est-ce que vous aussi vous anticipez peut-être la montée en puissance de la science avec le Covid? On s'est rendu compte qu'on était, voilà, que c'était un enjeu de société de plus en plus important. Et puis les aventures de Thomas Pesquet, encore une fois. Est-ce que vous anticipez cette demande et quelle est finalement la part des livres scientifiques dans vos sélections chez Cultura? Alors oui, bien évidemment, le phénomène Thomas Pesquet ne nous a pas échappé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à travers un spationaute aussi médiatisé que lui et aussi populaire, finalement, ça entraîne aussi bien des adultes comme des plus jeunes de pouvoir s'intéresser à l'astronomie. Et on a vu les ventes décoller de tous les ouvrages autour de la conquête spatiale, la découverte de l'univers. Et donc ça permet finalement à un public beaucoup plus large de découvrir cette partie de la science. Et est-ce que le public est au rendez-vous? Est-ce que vous sentez une demande croissante pour les livres de sciences chez Cultura? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très lié aussi à l'actualité, à certaines tendances. Donc, on a vu le phénomène Thomas Pesquet. On voit aussi aujourd'hui beaucoup d'ouvrages autour de la biodiversité. Voilà, ça inquiète les gens et du coup, ils s'y intéressent et on observe de belles ventes sur tous ces titres. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner. Merci de soutenir la science d'une si belle manière. C'est bientôt l'heure de vous révéler les lauréats de cette 12e édition du Goût des sciences. Alors sans plus attendre, le Booktube numéro 6. La couverture du livre, elle nous montre des peuples lointains qui marchent sur le même brin d'ADN. Une manière de représenter l'humanité liée par le génome et de montrer que les liens de parenté sont plus proches qu'il n'y paraît. En résumé, ce livre, écrit par la biologiste Evelyne Heyer, raconte comment la génétique a permis de retracer les liens de parenté entre les humains du monde entier. Rien que ça, quoi. Et donc de connaître qui sont les cousins les plus proches ou les plus lointains. On apprend aussi beaucoup de la vie de cette chercheuse avec de nombreuses anecdotes géniales où elle explique la difficulté à convaincre des ethnies reculées de Mongolie ou d'Afrique pour qu'ils acceptent les prélèvements ADN par test salivaire ou prise de sang. Elle explique aussi comment son équipe a été soupçonnée d'être des espions de l'Ouest durant une mission en Russie. Je conseille ce livre, il est incroyablement d'actualité quand on voit la montée des nationalismes partout dans le monde et le repli sur soi identitaire. Il est très utile de rappeler que nous sommes tous des enfants de migrants et que nous sommes tous cousins. Les mélanges existent partout, même dans l'ADN des communautés les plus fermées comme les juifs ashkénazes où la mixité est visible. Et l'ADN ne ment jamais. Il y a eu des mélanges. Et je reçois maintenant Evelyne Heyer, l'auteure de l'Odyssée des gènes que Marie-Charlotte vient de présenter, ainsi que les deux autres nominés dans la catégorie du livre scientifique, Bill François pour l'éloquence de la sardine et en visio, Michel Raymond pour le pouvoir de guérir. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Alors honneur aux dames. Evelyne Heyer, dans votre livre, que moi j'ai adoré, on sent que vous avez une passion non seulement pour le terrain scientifique, mais aussi
pour les hommes, pour notre espèce humaine. Est-ce que je me trompe? Ah non, tout à fait. Et d'ailleurs, l'idée du livre, c'était de présenter à la fois l'aventure, le terrain, comment se construit la science. J'ai la chance de faire un métier passionnant où je vais rencontrer des humains à tous les endroits de la planète et en même temps de raconter toutes les nouvelles découvertes scientifiques autour de l'histoire de notre espèce. Alors, ce n'est pas juste mes recherches, hein. Je suis une passeuse d'informations de tous les chercheurs qui travaillent dans ces disciplines. Alors on a le sentiment que vous connaissez notre espèce comme personne, ses secrets, ses travers. Est-ce qu'il y a encore quelque chose quand même que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez découvrir? J'aimerais bien comprendre quand même ce qui me fascine dans notre espèce, c'est cette extraordinaire diversité culturelle. Merci beaucoup Evelyne d'être venue partager votre passion pour votre métier et pour les hommes. Et les hommes, c'est aussi au cœur de votre livre Michel Raymond que l'on retrouve en visio. Bonjour Michel. Bonjour. Effectivement, l'homme est au cœur aussi de votre livre puisque vous jetez un regard nouveau sur la médecine avec comme clé de lecture les interactions sociales entre les hommes. Ces interactions sociales qui sont un des propres de l'homme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre les interactions sociales et la médecine? Alors là, le premier type d'interaction, c'est entre le médecin et le patient, puisqu'il est connu que le médecin, par son comportement, par différents aspects, peut avoir une influence sur la santé de son patient sans médicaments et sans principe actif, par ce qu'on appelle l'effet placebo. Et on se rend compte que d'une manière générale, cet effet placebo entre le médecin et le patient est un cas particulier d'interaction sociale qu'il y a plus généralement dans des espèces sociales, et que, par exemple, la taille du groupe social pour les personnes âgées est le meilleur prédicteur de la survie, de la longévité. Donc, et en fait, les interactions sociales sont un facteur majeur dans la santé des individus, dans leur survie. Et donc, pour mieux comprendre la médecine, il faut à tout prix prendre en compte les aspects sociaux. Et pour les comprendre, il faut remonter à l'origine de la médecine et essayer de comprendre d'où vient cet effet placebo, qui est donc un effet sur la santé juste par les interactions sociales. Votre livre est vraiment passionnant. Est-ce que vous le conseilleriez aux médecins, aux praticiens? Je conseille à tous les patients pour mieux ausculter leur médecin. C'est sûr que dans la pratique, il vaut mieux comprendre les phénomènes culturels auxquels on est soumis. Merci beaucoup Michel. Merci. Je me tourne vers vous maintenant, Villefrançois. Vous êtes l'auteur de L'éloquence de la sardine. Rien qu'avec le titre, on devine que votre passion à vous, c'est le monde marin. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre à la fois magnifique et un petit peu déroutant? Pourquoi l'éloquence de la sardine? Parce que le monde marin est souvent vu comme le monde du silence, étant donné qu'on en reste à des connaissances en général des années 50 et de Cousteau, grand maximum, alors qu'en fait, on a découvert entre-temps que cet univers avait énormément de choses à nous dire. À la fois des créatures qui communiquent entre elles, qui produisent des sons souvent très intéressants, mais aussi dans un sens plus symbolique, beaucoup de choses à nous apprendre, à communiquer avec nous de la part de l'océan et qui nous permettent d'en savoir plus sur nous-mêmes, de développer des nouvelles technologies, etc. Je trouve qu'avec votre livre, le savoir scientifique et l'art littéraire se rejoignent. Un peu comme si vous contribuiez un petit peu à faire rentrer la science dans le monde de la culture, ce qui n'est pas forcément le cas partout en France. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, je pense que c'est très important de donner le goût des sciences, comme vous le dites dans votre prix, en rentrant la science dans le monde de la culture et même dans un sens plus large, dans le monde du divertissement, au sens noble du terme, hein, quelque chose qui procure du plaisir. Parce que la science est bien trop souvent quelque chose accaparé par l'école pour faire une sélection sociale et trier les riches et les pauvres, alors qu'en fait, ça devrait être avant tout une belle aventure qui procure du plaisir, qui élève l'humanité et qui devrait intéresser tout le monde. On est bien d'accord. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus témoigner de votre passion pour la science et de votre passion pour la retranscrire. Vous restez avec nous, c'est maintenant l'heure de la remise des prix. Le suspense est bientôt terminé. Et le suspense est terminé, nous allons enfin connaître les lauréats du prix Le Goût des Sciences de cette 12e édition. Et on commence par la jeunesse. Je vous rappelle les nominés du prix du livre scientifique Jeunesse. Bertrand Fichou et Florent Grattery pour La naissance du monde en 100 épisodes. Emmanuel Grundmann et Julia Lombardo pour Crotte. Et Sylvie Dodler pour la biographie de Sophie Germain. Et le prix du Goût des Sciences pour la catégorie Jeunesse
est cette année attribuée à Bertrand Fichou et Florent Grattery pour La naissance du monde en 100 épisodes. Et j'ai donc 2 chouettes à vous remettre. Venez me rejoindre. Bravo, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste dire que c'est un gros travail d'équipe en fait, avec Florent à l'illustration, et je voudrais remercier aussi tout le studio de Bayard, les graphistes de Bayard, les éditrices de Bayard qui ont suivi ce projet, et Marie-Agnès Gaudrat qui est la directrice de la collection qui l'a suivi de bout en bout. Voilà. Un petit mot peut-être? Pas grand chose à rajouter, j'étais juste très content de travailler sur ce projet avec Bertrand, c'était très intéressant. Moi-même j'ai appris beaucoup de choses et ça a été un plaisir de pouvoir illustrer toute cette période de notre histoire. Toute l'histoire de l'univers. Voilà. Bah, bravo pour toute cette histoire de l'univers et bravo pour votre prix. Merci. Cette émission est bientôt terminée, c'est l'heure pour moi de remettre le prix du livre scientifique. Dans cette catégorie, les nominés sont Evelyne Heyer pour l'Odyssée des gènes, Bill François pour l'éloquence de la sardine et Michel Raymond pour le pouvoir de guérir. Et le prix du livre scientifique est remis à Evelyne Heyer pour l'Odyssée des gènes. Et je crois que vous venez accompagner. Voilà, avec Xavier Muller, bravo qui est aussi co-auteur de ce livre. Oui, co-auteur de ce livre. Ce qui est super, c'est qu'Evelyne, tout le monde s'intéresse aux tests génétiques qui sont à la mode en ce moment. Et Evelyne, elle a fait le test génétique de l'humanité. Voilà, et j'étais contente de l'accompagner dans ce projet. Voilà, et ben moi je suis enchantée, je suis très touchée. J'avais eu la chance de faire... Ah oui, d'ailleurs vous avez droit à une chouette aussi. Ah bah, c'est chouette. Je suis très touchée, j'avais eu la chance déjà de faire la diffusion des connaissances en faisant des expositions. Et là, je me suis tournée vers le livre. J'ai été aidée bien sûr par Xavier Muller qui lui écrit aussi des romans. Et je suis vraiment contente d'avoir rencontré le public et en même temps de recevoir cette reconnaissance pour un livre scientifique. Bravo à vous, c'était un super beau livre. Merci. Bravo. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette remise des prix du Goût des sciences, un prix porté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci à la Cité des sciences et de l'Industrie de nous avoir reçus dans ce lieu magnifique. Merci aussi à nos partenaires, notamment Ushuaïa TV et Cultura. Je vous donne rendez-vous bientôt sur la chaîne Twitch Collectif Conscience avec les lauréats. En attendant, vous pouvez retrouver toute la sélection du Goût des sciences chez vos bons libraires. Passez un bel été, bonne lecture au bord de la plage, au bord de la rivière ou à la montagne et portez-vous bien.